La fiscalité. Le premier podcast sur le sujet sur la chaîne. Et qui est-ce que je vais convier pour cet épisode, bien sûr? Bah, toi, Pierre Morisot, fondateur de Waltio. Très, très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne. Je pense qu'on va avoir pas mal de sujets à traiter. Est-ce que ça va? Salut Samy, carrément. Merci beaucoup. Et écoute, très content de le commencer ce podcast pour la première fois sur ce sujet fiscal, quoi. Ouais, ouais, On ouais. est, Je t'en prie. on avait fait un live Twitch quoi, il y a quelques mois et donc maintenant enfin un podcast. Ouais, en effet, c'est vrai, je me rappelle, c'était il y a quelques mois. Il y a peut-être eu quelques nouveautés entre-temps et ça fait pas de mal de faire des rappels sur certains points qui ont été présentés sur enfin, sur l'émission précédente. Qu'est-ce que Waltio, hein? Voilà, tu peux nous donner très rapidement une présentation de la plateforme, de la proposition de valeur pour remettre un peu de contexte. Carrément, simplement, on aide les gens qui ont des crypto-monnaies à calculer et déclarer rapidement et sereinement leurs gains. Et en fait, rapidement, on se connecte sur les comptes, donc on va récupérer les informations. Nous, on a codé le droit fiscal. On va calculer les plus-values et automatiquement, on va produire les liasses fiscales. L'idée, c'est qu'en fait, tout ce qui est la complexité du calcul de plus-value et de la déclaration, bah, c'est fait le plus rapidement possible et de façon la plus sereine. J'aime beaucoup l'adjectif, la notion de sérénité. Bien faire ça facilement, mais est-ce qu'on est serein quand on réalise cette déclaration-là? Il y a toujours certaines bonnes pratiques à faire, de la rigueur à avoir. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc, difficile parfois de rester serein quand on ne sait pas sous quelle, peut-être, voilà, catégorie, mode d'imposition on match. Donc, je vais aussi te poser des questions sur tout ça. Il y a pas mal de questions de la communauté aussi qui reviennent pendant les lives que j'ai essayé de compiler. Donc, je vais essayer de les poser dans cette émission. Et est-ce que Avec tu peux plaisir. nous faire très rapidement un bref récapitulatif de la fiscalité des cryptos en France? Donc, Ouais, carrément. En fait, en France, déjà, il y a un régime fiscal qui a été mis en place le 1er janvier 2019, qui est maintenant spécifique pour les crypto-monnaies. Donc, mine de rien, c'est top ça, mais les crypto-monnaies sont, enfin, le mot actif numérique est dans le texte de loi français. Et à partir de là, il y a deux obligations. Première, c'est calculer et déclarer ses plus-values. Donc, quand on a fait. On va après, je pense, en parler. À partir de quand on voit qu'on a fait des plus-values. Et la deuxième, c'est déclarer des comptes détenus à l'étranger. Un petit peu comme les comptes bancaires, juste informer l'administration fiscale qu'on détient un compte sur une plateforme étrangère. OK. Et donc, il y a cette notion d'événement imposable, d'événement fiscal, générateur d'impôts. Donc, Ouais, l'achat de biens et services avec des cartes crypto, ça rentre dans cette catégorie, je suppose. Toute vente, en fait, est une opération à en- considérer. en- ouais, le texte de loi, il dit tout ce que tu vends, dès que tu vends une crypto-monnaie, donc un actif numérique, contre quelque chose d'autre qu'une crypto-monnaie. Donc concrètement, ça veut dire si tu vends une crypto-monnaie contre des fiat, c'est un événement taxable. Si tu vends une crypto-monnaie contre d'autres pour acheter, je sais pas, payer ton loyer, acheter des services ou autre, c'est aussi un événement où on doit, vu comme une cession imposable, donc on doit calculer les plus-values à ce moment-là. Si je paye Waltu en crypto, événement fiscal. Exactement, ouais. Ce que font pas mal d'ailleurs de nos clients. Et si je vends et que je rachète juste après, j'ai fait un misclick, je suis passé d'euros à USDT et en fait, je voulais pas faire ça. Alors, si tu es passé de euro à USDT, tu vas Ouais, augmenter le montant USDT investi. à euro. Pardon. Ouais, pardon, USDT à euro, autant pour moi. Et je Ouais. repasse à. Euh, ouais, le misclick, dans ce cas-là, ouais, c'est un événement taxable. C'est un peu comme Aïe, la vente et la cession. En aïe, aïe. effet, ouais, exactement. Après, justement, tout l'intérêt, tu vois, du logiciel, c'est que comme nous, on va suivre toutes les transactions, il va y avoir cette obligation de calculer les plus-values et après, soit d'en déclarer, d'en payer s'il y en a, il y a une partie qui a été réalisée. Mais, euh, mais en effet, ça engendre, on va dire, cette obligation imposable. Je suppose, on en parlera un peu plus tard, mais je suppose que sur le logiciel, on peut éditer manuellement certains événements parce qu'on juge que en fait, il faut pas les calculer parce qu'ils sont arrivés dans un contexte particulier et on ne les veut pas dans notre balance sheet. On ne peut pas calculer avec. Voilà. Ouais, moi, c'est ce que j'aime en vrai dans notre métier. C'est qu'en gros, nous, il n'y a pas de réglementation qui définit notre métier, qui cadre, on n'a pas d'agrément, enfin, ça n'existe pas. Et donc, en fait, on a un outil qui est libre et qui fait que chacun peut l'utiliser comme il veut, supprimer des transactions,
en fait, on met à disposition un outil qui est le plus intelligent possible et qui permet en fait à tous d'être en fait son propre comptable pour suivre ses transactions, calculer ses plus-values. Et puis si on se dit, ce token, normalement, on va avoir le truc le plus correct possible. Mais s'il y a des choses sur lesquelles on se dit, ça c'est un désaccord, ça je me suis trompé, ça j'ai fait ça, on peut, on va dire, complètement éditer des transactions, les modifier, supprimer. On peut faire des réorganisations de blocs, ok, pas de souci. Donc très, très intéressant. Une question qui revient souvent, c'est sur la qualification Ouais. de quelqu'un dans son activité de trading. Alors, on parle de trader occasionnel ou de trader pro. Quels sont les critères pour matcher avec l'une des deux catégories, enfin les deux catégories? Quelles sont les conséquences? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, alors déjà, tu vois, au tout début, comme je disais, on a quelques années de régime fiscal. Maintenant, on a un petit peu plus d'expérience de retour. Ce qu'on voit, alors, tu vois, nous, on est éditeur de logiciel, on n'est pas un cabinet d'avocats, mais ce qu'on voit dans les retours de nos utilisateurs, c'est que la très grande majorité des individus qui détiennent des crypto-monnaies, euh, même s'ils ont une gestion active de leur patrimoine en crypto-monnaie, sont des gens qui sont qualifiés de occasionnels. Donc, dans ce cas-là, le taux d'imposition à 30%. La deuxième chose qu'on voit, c'est que le, c'est en fait, si on est qualifié de professionnel, dans ce cas-là, c'est une imposition BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Nous, un conseil qu'on donne souvent, c'est de se dire, si on commence à avoir des doutes, il y a pas mal d'informations que, on donne, nous, publiquement. Je pense que d'ailleurs, à travers le JDC aussi, qu'on va publier, que le JDC aussi publie. Euh, et donc, en fait, à partir de là, si comme on continue à avoir des doutes, ça peut être intéressant de voir un avocat fiscaliste juste pour te dire, s'assurer qu'on fait le bon choix, parce que les taux d'imposition sont vraiment pas les mêmes entre taux d'imposition à 30% pour les particuliers et celui pour les professionnels. Donc ouais, voilà ce que je peux dire, sachant que les critères en plus ont été précisés, donc qui permettent de qualifier l'activité, ont été précisés et seront mis en place dès l'année prochaine. Grosso modo, c'est les mêmes critères que le trading d'instruments financiers, c'est-à-dire d'actions. Donc, c'est-à-dire que moi, si je fais régulièrement des opérations type stacking, finance décentralisée, éventuellement, je sais pas, j'emprunte de l'argent, etc., je peux toujours tomber dans la catégorie en fait de non-pro. Et pour être pro, il faudrait faire trader des produits dérivés sur une base quotidienne, faire des choses qui... Comment est-ce que ça marche? Ouais, alors, c'est pas défini en disant, tu as fait tant d'opérations, quel tel type, ça vaut tant, tu as un nombre de points, quoi. Non, non, c'est pas, c'est encore, enfin, c'est très cas par cas à l'heure actuelle. Euh, Comment est-ce que ça marche? Il y a plein de critères, la fréquence des opérations, cette complexité, les moyens investis, donc, les moyens mis en œuvre. Il y a vraiment ouais, énormément de critères qui permettent. Et il y a aussi un autre qui est assez important, c'est de se dire, est-ce que j'ai une activité, un métier en parallèle, enfin un métier au quotidien? Ou tu vois, si par exemple quelqu'un qui est, tu vois, je sais pas, au chômage ou RSA, ou en tout cas qui n'a pas de métier euh, à proprement parler, qui travaille pas, mais qui toute la journée est sur son téléphone à trader des cryptos, il y a de fortes chances que son activité soit qualifiée de trading de crypto de professionnel. Par contre, quelqu'un qui a un métier en parallèle, en tout cas, c'est un élément important qui permet de justifier que c'est une activité occasionnelle quand on a une autre activité à temps plein. Ouais, je sais qu'il y a eu une affaire qui a été partagée sur les réseaux sociaux où Owen Ouais, Simonin avait annoncé que il avait été qualifié comme non-pro, si je ne me plante pas, alors qu'on pourrait ouais, penser que c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur, c'est un des premiers en France à avoir monté une société d'une certaine taille en fait dans ce domaine-là. Et mhm, pourtant, il n'a pas été qualifié de professionnel. Donc, c'est intéressant de voir que même si on a une activité professionnelle qui, à vue de nez, est clairement, voilà, on est dans le secteur des crypto-monnaies, ça ne suffit pas nécessairement pour nous faire qualifier de trader pro. c'est ça. Son métier, il est quand même enfin, il a plusieurs métiers à côté, d'entrepreneur, influenceur, ses sociétés. Et donc, enfin, en tout cas, ce que l'administration fiscale a dit sur son cas, c'était que c'était une seule une activité qui était en parallèle de ses activités et qui n'était pas réelle. Enfin, la façon dont il tradait ses crypto-monnaies, c'était pas on
va dire, à titre professionnel, parce qu'il avait d'autres métiers à côté, quoi. Entendu. Très bien, très bien. Et donc, j'ai une autre question concernant les revenus des... Là, j'en parlais juste avant, bah, du staking, le mining, le farming, tout ce qui est masternode. Comment est-ce que c'est considéré? Comment on s'y prend pour ça? Ouais, hyper intéressant. En vrai, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a une première question, c'est de se dire qu'est-ce que dit la loi? Moi, je te dirais, nous, comment est-ce qu'on propose? La loi, elle dit aujourd'hui, tu sais, quand la loi a été créée, donc elle a été pensée en 2018, appliquée 1er janvier 2019. À l'époque, il n'y avait pas tous ces revenus de stacking, lending, revenus masternode, ou en tout cas, c'était beaucoup moins, la DeFi était beaucoup moins présente, tu vois, dans les opérations quotidiennes. Il y avait beaucoup moins de personnes qui en faisaient. Et donc, le régime fiscal n'a pas du tout été pensé pour ces opérations. Et donc, aujourd'hui, les puristes de droite diront il faut les déclarer comme des revenus bénéfices non commerciaux, euh, toutes ces opérations. Et donc, chaque achat et chaque vente est un événement taxable. Euh, je vois tes yeux qui sortent en orbite. Et là, je me dis, ben, en effet, nous, suite à ça, on s'est dit, non, mais attendez, c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire que non seulement c'est pas possible, mais ça veut dire que tu as plusieurs régimes fiscaux qui s'interposent, enfin qui travailleraient ensemble. Et d'ailleurs, même les produits dérivés, ce serait encore un troisième régime fiscal, c'est-à-dire que ce serait le régime des instruments sur titre, formulaire 2074, et non encore un autre formulaire. Donc, ce serait mais complexité absolue. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que à l'heure actuelle, le texte de loi, il correspond pas à la réalité économique de ces opérations. Il n'y a pas eu de travail spécifique qui aurait été réalisé sur ces opérations. Donc, pour des raisons très pratiques, euh, propose de dire ces opérations de tout ce qui est DeFi et autres, chaque fois que vous vendez, euh, vous percevez un revenu de stacking ou autre, il n'y a pas un événement taxable, il n'y a pas un impôt dû, un revenu qui est généré. Par contre, ça va venir gonfler votre portefeuille de crypto-monnaie. Et donc, ça va être seulement au moment où vous allez convertir ces cryptos, comme on disait tout à l'heure, contre des fiat ou quand vous allez acheter quelque chose avec, que là, il y aura cet événement taxable. Oui, parce qu'on a toujours cette obligation d'estimer la taille totale du portefeuille quand on réalise ces calculs de plus-value. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qui rend la chose en fait compliquée dans le régime fiscal français, c'est que on doit, à chaque fois qu'on fait un événement imposable, une session imposable, on doit valoriser tout son portefeuille. Tout son portefeuille, ça veut dire toutes ces plateformes d'échange, même les exchanges qui font pas de fiat, tous ces wallets, hardware wallet, software wallet. Donc, il faut avoir l'intégralité de son patrimoine de crypto-monnaie. D'accord, d'accord, d'accord. Et je Ouais. pense que pour la DeFi, finalement, c'est plus ou moins les mêmes règles qui s'appliquent. Il faut être en mesure d'évaluer la croissance ou décroissance du portefeuille pour pouvoir faire un calcul qui se veut le plus précis possible. Il y a eu des innovations sur la plateforme pour traiter ce genre d'univers, on va dire. Ouais, sur Walcho, t'entends? Ouais, Ouais, bah, en vrai, en effet, c'est ça. Nous, on a vu depuis un an et demi, il y a eu évidemment beaucoup plus d'utilisation de la DeFi. Nous-mêmes, dans la boîte, on en fait de plus en plus. Et, euh, et donc, en gros, on s'est dit, bah, il faut absolument qu'on la couvre. Donc, on a fait un gros travail sur intégrer un certain nombre de chaînes. Là, typique, on annonce qu'on sort Avalanche et Phantom. On a sorti, on a fait un gros travail avec la chaîne, avec l'équipe d'Elrond pour faire en sorte que les données fournies par l'explorateur, donc la façon dont on récupère nous les données directement des blockchains, soient modifiées, parce qu'en fait, la façon dont elles étaient présentées dans l'API n'était pas du tout enregistrable à des fins fiscales ou comptables. Et donc, en fait, maintenant, on prend en compte, tu vois, typique sur Elrond, tout ce qui est meta-stacking, meta-banding, le launchpad. Euh, L'idée étant, c'était de couvrir un maximum de chaînes et de simplifier toute cette partie agrégation, récupération de tous ces comptes pour que bah, Waltio puisse aider à plus facilement traquer son portefeuille. et vous êtes combien pour intégrer toutes ces chaînes? Parce que là, la course, ça devient de plus en plus difficile. Il y a des optimistic roll-up, des ZK roll-up, des blockchains à tir larigot qui sortent en permanence, des nouvelles blockchains dont la composition, qui sont composées différemment, de la manière dont elles accèdent à la donnée. Enfin, il y a tellement de choses qui rajoutent de la complexité. Vous êtes combien pour suivre tout ça Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui? on est 12, aujourd'hui, on est 12 employés. Et c'est clair que dans les prochains mois, on va à nouveau recruter euh, pas mal de profils, que ce soit technique, produit, marketing. Donc, ouais.
toujours en train de recruter et c'est assez agréable. Ok, ok, top, top, top. Une autre chose, pour ce qui en est des NFT, donc Mhm. la réglementation, enfin voilà, la fiscalité des NFT, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah écoute, ouais, carrément. En fait, déjà, on a vu que le sujet était méga chaud, gros flou juridique, en gros, sur les NFT. À l'heure actuelle, le NFT donc, n'est pas défini dans les textes de loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régime fiscal spécifique au NFT. On a eu une discussion avec les parlementaires cet hiver pour se dire, bah, qu'est-ce que vous proposez? Et il y avait une réflexion de se dire, ah bah, on va faire en fonction du sous-jacent, c'est-à-dire qu'est-ce que le NFT représente. Et en fonction de ce qu'il représente, on choisira, il y aura un régime fiscal. Finalement, c'est pas passé en fait comme loi, ça n'a pas été voté. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de qualification juridique, donc de définition, et donc il n'y a pas de régime fiscal associé au NFT. Et donc, en gros, si tu prends le NFT, ça pourrait être une crypto, ça pourrait être un bien meuble, ça pourrait être une œuvre d'art. Donc, à chaque fois, il y a des régimes fiscaux derrière ces biens qui sont complètement différents. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que pareil, pour des raisons pratiques, en absence de régime, euh, on propose à nos utilisateurs de dire que c'est comme une crypto-monnaie. Et ce qui est, d'une certaine façon, quand même intéressante hein, pour les Français, parce que acheter un NFT, comme c'est une crypto-monnaie et que les échanges entre crypto-monnaies sont non imposables, et que ce soit achat ou vente donc d'un NFT, si on achète un NFT avec des cryptos, qu'on le revend avec des cryptos, en aucun cas, c'est quelque chose d'imposable. De toute façon, un NFT, par définition et by design, c'est un jeton. Donc, c'est Ah, juste une crypto-monnaie dont la supply est limitée parfois à un, ou on peut ouais, avoir 1000 copies de ce projet-là. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un jeton bah, en fait, coloré. alors si vraiment tu veux rentrer dans le sujet juridique, tu vois, genre c'est les propriétés, ok, les propriétés font que son nombre d'unités est limité et défini, il a des propriétés numériques qui sont différentes, mais en gros, tu sais, par exemple, je sais pas si tu vois le régime du papier, tu peux pas dire on va faire un régime fiscal sur tout ce qui est le papier. Si tu tokenises de l'immobilier ou si tu tokenises, euh, euh, je sais pas, des œuvres d'art, bah, c'est évidemment des biens qui sont complètement différents. Et donc, en fait, si on va pas faire la fin, est-ce qu'on va faire un régime fiscal sur sur le token ou plutôt ce que ce token représente? Et aujourd'hui, c'est clairement la grosse sujet d'interrogation et de se dire bah, comment est-ce que enfin, tu vois, comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place. Honnêtement, je pense et j'espère, tu vois, tout ce qui est réglementation des NFT, de façon générale du métaverse, faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui soit quand même relativement souple et qui permette de favoriser l'innovation. Euh, J'espère que, en tout cas, ça va arriver parce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit un flou juridique, oui, pour les personnes, tu vois, genre, dans la communauté actuelle qui sont assez entrepreneurs, qui aiment bien tester, ça les dérange pas. Mais pour monsieur et madame tout le monde, il y en a beaucoup qui ont peur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de régime fiscal qui est défini. Et c'est dommage. Tu vois. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. En parlant de régime fiscal non défini, j'ai Mm. une autre question. J'enchaîne parce qu'il y en a pas mal. C'est au sujet de la, Vas-y, de vas-y. la fiscalité des dons en crypto. Ouais. Alors Alors, déjà, un don, par définition, c'est ouais, fiscalité des donations. C'est-à-dire qu'il y a tout un régime fiscal qui est lié aux donations. Donc, de façon générale, en crypto, euh, si on respecte, on va dire, le régime fiscal des donations, donner des cryptos, et par exemple, j'ai investi 1000, mon portefeuille vaut 10 000, je les donne à quelqu'un d'autre, ça ne génère pas d'impôt, ni chez la personne qui va le donner, ni chez la personne qui va le recevoir. Donc, en effet, c'est une façon ça va être un moyen, on va dire, de ne pas payer d'impôt. Par contre, en fait, ce qui est intéressant, ça va être de la donner. Maintenant, il faut juste que ça soit conforme avec le régime fiscal des donations. Mais c'est un moyen où, en fait, la plus-value, au lieu qu'elle parte, on va dire, à l'État, une partie d'impôt, elle est transmise à une personne à qui on souhaite donner de l'argent. ok, ok, ok. Et je pense qu'on en avait parlé pendant le stream, il y a quelques mois. Hmm. On parlait de cette problématique, enfin, problématique, cette affaire des moins-values. Et il n'y a toujours rien Ouais, en perspective pour ça en France. ouais.
J'ai passé un temps fou à l'Assemblée nationale avec les sénateurs aussi sur ce sujet. En fait, aujourd'hui, on peut déduire les plus et moins-values durant l'année. Ça, pour le coup, c'est hyper important. Il y a plein de personnes qui disent, bah, je calcule que mes plus-values. Non, 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 non. Si vous faites une moins-value de 5 000 euros, j'en sais rien, bah là, typique, la fin d'année dernière, les cours ont vachement baissé. Tu fais une moins-value, on va dire, en décembre de 5 000 euros, et une plus-value de 5 000 euros en mars, typique 2021. Ben, la plus-value globale, enfin, il n'y a pas de plus-value globale, elle est de zéro, parce que plus 5 000, moins 5 000, donc ça s'annule. Donc, les moins-values sont à prendre en compte dans le calcul pour déterminer la plus ou la moins-value globale, c'est-à-dire vraiment ouais, le montant total de plus-value réalisé sur l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre. Maintenant, le problème aujourd'hui qu'il y a, c'est que les moins-values, si on en réalise sur une année, on ne peut pas les reporter sur d'autres années. Et ça, tu vois, vraiment, c'est dommage parce que euh, il y a des années de bear market, il y a des années où ça corrige, et donc c'est quelque chose qui est écrit, tu vois, toutes les entreprises qui font des déficits peuvent imputer ces déficits, c'est-à-dire peuvent déduire ces déficits des autres bénéfices pour réduire le montant d'impôt dû. Et là, ça, c'est vraiment dommage que ce soit pas le cas en crypto. Nous, c'est un sujet qu'on défend vraiment corps et âme parce que c'est un truc typique qui existe aux États-Unis. Alors, le crypto est taxable, tu vois, pour faire une analogie avec d'autres régimes. Euh, c'est en tout cas un sujet qui devrait être davantage étudié parce que je trouve que ce serait beaucoup plus juste et ce serait même cohérent avec les autres régimes fiscaux. Ok, ok, top. Et pour ce qui en est de Waltio, en termes de parcours Ouais. utilisateur, moi, je me connecte, je choisis un forfait qui correspond à ma situation, à mon nombre d'opérations. Et ouais, Non, en gros, le parcours utilisateur, nous, on s'est dit, le tout premier, c'est qu'on veut déjà tu puisses tester l'outil gratuitement, facilement, et de te dire, bon, OK, avant de réfléchir à payer, et payer, tu fais que quand tu veux calculer tes plus-values. Donc, au tout début, tu vas connecter tes comptes, donc toutes tes wallets, euh, et donc rassembler toute l'information. Et donc, ouais, si tu veux, je peux partager mon écran rapidement, te montrer. J'étais en train de me dire où. bien sûr, c'est tout à fait OK. possible. Euh, Hop là. C'est bon? ouais. Donc en Alors fait, une voilà. fois que tu te logines sur le compte, là, bon, c'est le loader. Mais et en fait, c'est la première partie, ça va être juste ajouter un compte. Et donc ça, c'est aujourd'hui toutes les chaînes, wallets, plateformes d'échange qu'on supporte. Et, euh, et donc l'idée, ça va être d'ajouter un compte. Je sais pas si tu me dis, par exemple, j'ai un wallet Ethereum. Vous supportez pas On est Monero? sûr. On supporte pas. Non, Monero? Non, on n'a c'était pas eu une de blague. demande pour le supporter. Non, Monero enfin, on ne peut pas accéder aux ledgers. En fait, ce sont des privacy coins. Sur Zcash, Ouais, tu peux, en fait, parce que par défaut, les transactions ne sont pas renforcées, shieldées, donc tu ouais, peux les tracer. Et il n'y a que 1% ou 2% des transactions qui sont, on va dire, euh, masquées. Et c'est intéressant, ok. ouais. Ouais. Ah, Donc là, on a. j'ignorais Pas de souci. pour Zcash. Euh, mais tu vois, pour faire simple, tu prends un wallet Ether et là, je peux juste faire rapidement un exemple, mais on copie-colle un. Hop. Il n'y a pas d'injection Web3, on se connecte avec son MetaMask et hop là, pas encore. Pour ceux qui aiment bien. Euh, non, alors pour se connecter à Weltio, bah, en fait, nous déjà, Ouais. on n'est pas tu vois, on n'est pas une banque, on n'est pas un exchange, ou on n'est pas, enfin, même, on n'est pas un wallet. Euh, Donc, par Waltio, on va pas gérer des fonds. On va juste, pour l'instant, produire que des rapports fiscaux. On va vraiment, c'est plus du logiciel pour calculer les plus-values que vraiment un moyen, peut-être un jour, j'espère. Euh, mais, euh, mais donc là, ça n'avait pas fonctionné parce que j'avais déjà ajouté la clé Ethereum. Il faut l'enlever. Euh, donc, on peut typiquement justement la supprimer et, euh, et après, on peut hop.
En fait, l'idée, c'est vraiment de suivre tous ces comptes, donc de les Ouais, rassembler. Donc là, on se dit, comme on voyait tout à l'heure, j'ai un compte Ethereum, je mets ma clé API, et là, nous, on va se connecter, on va travailler directement avec la chaîne Ethereum pour identifier récupérer les transactions. Et on va aussi, tu vois, commencer, donc c'est je vois du live, la démo. Et on va, alors, pourquoi c'est 0x, tac, hop. Euh, oh, c'est pas grave. ouais, attends, on peut le faire avec, par exemple, Polkadot. Et, euh, et donc, à chaque fois, on va identifier, nous, si on voit des comptes et des comptes de parachain, et c'est comme ça qu'on va les récupérer, et on va récupérer les transactions. Donc là, typique, on voit il y a un wallet Star, un Kusama, Ça marche. Kirua, ouais, et on ajoute tout directement, automatiquement, tous les comptes, quoi. Super. Et donc, voilà on va dire la partie récupération d'informations. Et après, donc, on déroule. Une fois après, on va regarder les transactions. Peut-être pas faire toute la démo, mais euh, on récupère les transactions, on analyse en fait son compte et à la fin, on va produire les documents fiscaux qui sont euh, des documents en cas de contrôle fiscal. On a un rapport, on a un document qui va justifier tous les calculs si on a un contrôle fiscal. Et après, on produit aussi tout ce qui est les liasses. Comme ça, il n'y a plus qu'à reporter les chiffres. On a quelques aussi guides qui permettent tu vois, quand on déclare ses plus-values dans l'espace en ligne, on passe pas trop de temps, on suit à la ligne enfin, le guide et comme ça au moins c'est fait rapidement. Je vois 10 sur 100 transactions, donc en fait, ça marche par la quantité de transactions qu'on doit Ouais, traiter, en fait, pour réaliser son dossier fiscal, et c'est comme ça qu'on choisit, en fait, l'offre qui correspond à nos besoins. c'est ça Et exactement. Nous ouais, je t'en prie. ouais, on a fait un truc en fait, pardon, par palier de transaction. Il y a des chances qu'à terme, tu vois, ça évolue cette structure de prix, mais c'est en fonction du nombre de transactions que le prix est déterminé. D'accord. Et je vois qu'à chaque fois qu'on ajoute une adresse, un compte, une parachain ou quoi que ce soit, il y a un délai de calcul, d'ingestion. On va checker en fait l'historique sur la chaîne de ce que la personne a fait. Les calculs se font de votre côté. Est-ce que ça vous coûte cher en termes d'infrastructure de gérer les besoins de vos clients en termes de... Ah oui, enfin, cher, ça dépend, mais aujourd'hui, en ce moment, on trace 1 million de transactions par semaine. Ouais. Donc oui, c'est plusieurs milliers, voire certains mois, dizaines de milliers d'euros de frais de serveur. Euh, bah, C'est costaud, ouais. Ouais, ok, d'accord. Je ouais. me dis parce que c'est un process qui est lent, qui est laborieux. Voilà quoi. C'est comme Sachant vérifier qu'il y a en ça. l'état d'une blockchain, d'un nœud complet pour faire une preuve de fraude sur un multi-rollup. En fait, c'est un travail ouais, Qui ok, tourne, récupérer toutes les informations du wallet. Après, donc ça, c'est une première partie. Et après, il y a tout un travail de valorisation de cette transaction. Parce que, évidemment, en gros, 85% des transactions qu'on voit sur Waltio, il n'y a pas de lien avec des fiat ou des stablecoins. Donc, en gros, nous, on n'a pas de prix. Je ne sais pas, tu fais un BTC, une ETH, par exemple, il faut absolument que ce soit valorisé en fiat. Et donc, dans ce cas-là, il y a tout un travail de récupération du prix. Et je te parle aussi de toutes les tokens et tu vois, les plus exotiques ou autres. À chaque fois, il y a tout un travail de récupération du prix qu'on fait, qui aussi prend de la puissance serveur, quoi. ok, ok. Et il y a une problématique, plutôt un sujet qui est important pour pas mal de gens dans la communauté crypto, c'est celui de la confidentialité. On peut utiliser Ouais, Waltio pour faire de KYC, je suppose, hein. Voilà, c'est un outil c'est en ça. restant En anonyme. fait, comme je disais, moi, enfin, alors, anonyme. Je vais te montrer comment on peut être le plus anonyme. Déjà, on n'a pas il n'y a pas de KYC, donc et ça, c'est top, parce que il n'y a pas de réglementation à ce sujet et à notre activité. Ouais, Donc, pour rester complètement anonyme, donc, déjà dans les API, on va lire entièrement la donnée. Déjà, sur le sujet sécurité, on n'a pas d'accès de retrait, il n'y a pas d'accès de transaction. On va bloquer d'ailleurs les accès si on nous les donne. On va pas accepter l'API. Et après, oui, on peut payer en crypto, euh, utiliser l'adresse mail qu'on souhaite, tu vois, sur le compte de la société. Donc,
Évidemment, il y a toujours de la traçabilité informatique, tu vois. Donc, quand quelqu'un te dira, je pense que c'est complètement faux de dire d'un point de vue informatique, oui, on peut être complètement anonyme. Par contre, il y a clairement des moyens et des couches qui font que ça peut être pseudonyme. On renforce son anonymat en utilisant une adresse mail temporaire, si on le souhaite, enfin, un peu plus sécurisée que. D'accord, d'accord. Entendu. Et donc, je pense on a fait le tour du service. À moins que tu aies d'autres fonctionnalités qui arrivent, qui peuvent être intéressantes de citer, voilà, intéressantes à citer. Euh, Bah, ouais. En fait, là, déjà, on a fait, tu vois, par rapport à l'année dernière, on a fait trois très gros travaux. Le premier, c'était de se dire, il y a plein de petites fonctionnalités qui fait que le logiciel, de façon générale, c'est plus facile à tracer. Donc, pour certains, ça peut paraître basique, mais de la 2FA, mettre en lien du parrainage, par exemple. C'est-à-dire que maintenant, on avait plein de personnes qui voulaient recommander l'outil à leurs proches. Bah, écoute, maintenant, tu peux gagner 15 euros. Alors, réduction de Walkio de 15 euros de toute personne que tu recommandes, de ton parrain, là aussi. Euh, on a fait, tu t'imagines, les cryptos, c'est déjà complexe, la fiscalité aussi, donc c'est quand même un sujet qui est, je peux comprendre, hein, pas passionnant pour tout le monde. Donc en gros, on a fait en sorte que aussi l'expérience utilisateur et le design soit beaucoup plus fun, beaucoup plus sympa à utiliser. Donc ça, c'est le deuxième gros changement. Et après, c'était un travail de prise en compte de beaucoup plus de chaînes d'exchange, de transactions. Je ne sais pas, quelqu'un qui fait du cashback, ça va réduire le montant d'impôt. Donc, bah, en fait, quand tu vas calculer tout ça, ça va être beaucoup plus intéressant de les prendre en compte. Donc, c'est un gros travail de fond, de fourni pour tout prendre en compte. Et maintenant que tu vois, c'est plusieurs milliers de clients, plus de 6 000. Donc, je pense qu'on a une bonne coverage et l'outil est de plus en plus autonome et indépendant. Donc, voilà. Ok, ok. Bah, c'est top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un tour intéressant de ce qu'est la plateforme. Il y a peut-être d'autres ressources qu'on pourra retrouver en fait dans la description pour savoir comment déclarer ces cryptos, les choses à faire, à ne pas faire. Nous, je pense qu'on a déjà proposé quelques articles sur le sujet. On peut aussi en trouver sur Ouais, le site de Wapio. Donc, ouais. carrément, on sort là dans les prochains jours un livre blanc d'ailleurs pour ceux qui veulent, qui est gratuit, qui est disponible, ceux qui veulent mieux comprendre le sujet fiscalité des NFT, des revenus de play to earn, crowdloan ou d'autres sujets. Euh, Pareil, disponible sur le site. Je pense que je pourrais le mettre en commentaire et gratuit. Euh, donc, euh, donc voilà. Ok. Ouais. Bah, top. Bah, comme d'habitude, hein, dans la description, il y a tous les liens intéressants. Et si vous avez des questions sur la fiscalité ou l'utilisation du produit, il y a de fortes chances que vous tombez sur ces vidéos sur YouTube. Hein. Ce n'est pas un stream, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires. Et moi, bah, ou quelqu'un du JDC, enfin, on pourra y répondre si c'est dans nos Même nous, bons. hein. Pierre, voilà, pour des questions beaucoup plus techniques, s'il a le temps, bah, sera en mesure de vous répondre. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à poser ces questions. Ouais. Ça marche. Voilà, On y voilà. Bon, répondra. c'était très cool, Pierre, de te recevoir pour cette nouvelle émission. Et je te dis à très très vite. Hein. C'est la période déclarative en ce moment, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ouais, ouais. C'est la période assez dense. En gros, juste petit rappel des dates, c'est jusqu'à fin mai, début juin euh, pour certains départements, la date limite pour déclarer en France. Fin mai, début juin. Putain, ouais, c'est vrai que ça passe vite. C'est d'accord, ok, Ouais, waouh. Ok, très bien, super. Mais merci en alors, tout cas, Pierre, de rien. pour ces inputs. Et je te dis à très très vite. À plus. Salut, Samy.